Oui, alors finalement, vous avez quand même titillé drôlement l'élu local, hein. Alors, je vais me permettre de faire plusieurs observations, observations à ce que vous avez dit et questionnements, effectivement. J'aimerais vous parler quand même du temps d'élu, puisqu'effectivement, vous l'avez souligné, et c'est une vraie préoccupation et une vraie complexité pour nous. Du fait notamment que les procédures et les procédures environnementales qu'on peut avoir sur l'eau sont longues, sont des procédures longues, et effectivement, elles dépassent le temps élu. Et effectivement, elles n'ont pas de continuité finalement dans leur portage si ce temps élu n'a pas été en phase avec le déroulement de la procédure. Donc là, on perd un temps énorme et des changements de cap qui ne sont pas forcément productifs. Ensuite, ce qui est compliqué aussi pour un élu local, c'est que, vous l'avez dit, expliqué, le temps d'analyse, de diagnostic qu'on peut avoir après pour voir l'efficacité des travaux engagés ou non est long et un temps long. Donc au final, on a des frais importants à montrer, mais on n'a pas de résultats à montrer. Et ça, c'est aussi très compliqué parce que comment convaincre les gens quand finalement on n'a rien à montrer derrière. Et je remets ça dans le contexte élu, bien entendu, hein. Après, il n'empêche que pour l'élu, il ne peut pas nier le volet sociétal. Et notamment, moi, je pense aux milieux ruraux et très ruraux. C'est quand même très difficile pour nous d'aborder les gens qui vivent au bord de cette rivière, qui y vivent depuis longtemps et très simplement et très modestement. Comment on les aborde en disant que finalement, on a fait des grandes études et on a vu que leur impact pouvait avoir des incidences et que ça serait bien soit qu'ils s'en aillent ou soit qu'ils vivent autrement. C'est très compliqué, notamment quand très en amont, et là je pense au conflit qu'il peut y avoir entre les territoires amont et les territoires aval, c'est quand même désolant que l'aval dise « moi j'ai besoin de continuer à me développer, donc il faudrait que tu me fasses des zones d'extension de crues en amont, ou il me faudrait que tu me fasses des grands ouvrages parce que j'ai besoin d'eau, ou d'aménagement de zones d'extension de crues, et tant pis si chez toi il n'y a pas grand monde, et tu te débrouilles avec les quelques personnes qu'il y a ». Donc voilà, moi ce temps élu est compliqué. Donc sur la question que vous portez, c'est qui va porter et qui a l'autorité finalement pour aller au bout de ce temps long ? Parce que ça ne sera justement pas l'élu qui va durer pas longtemps. Finalement, les scientifiques, vous expliquez, vous nous montrez, expliquer des choses, mais vous n'avez pas l'autorité au final pour décider. Et qui a défini et qui va le porter cet objectif ? C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait sur ce temps long ? Merci. Merci. Dernière intervention, madame. Et puis on aborde la troisième question après. Laure Semblage, c'est FNCCR, une association de collectivités locales. Je rejoins pleinement les propos de l'élu. Je les avais un petit peu synthétisés d'une autre forme. On a effectivement retenu les aspects temporalité, la dimension géographique idéale pour travailler, des objectifs précis, associer le monde scientifique, fixer des ambitions fortes au regard de l'inertie des systèmes. Mais ma question était, quelle compatibilité de ces objectifs et du temps qu'il faut pour les atteindre au regard des objectifs très courts introduits par la loi et notamment, je fais référence aux deux notions de temporalité que vous avez introduites, la loi d'une part et le besoin d'inertie de connaissance d'autre part. Si vous n'avez pas identifié, c'est la représentante de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, qui travaille beaucoup sur le petit cycle de l'eau, mais qui ne se désintéresse pas du grand cycle de l'eau. Alors, question à qui ? À qui vous posez-vous la question ? Madame. Oui, bon, mais bien sûr, il n'y a qu'une dame. Parfait. Je reconnais bien là la solidarité. Alors, madame, c'est à vous. Alors, je vais répondre en deux temps. La première chose, c'est que nous, on travaille en milieu rural beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je travaille en milieu rural beaucoup. Effectivement, je rencontre beaucoup, du fait que je me promène sur le terrain en faisant mes mesures, des agriculteurs. Je pars du principe que, ça c'est mon côté d'enseignante, c'est qu'il faut expliquer ce qu'on fait et que ça change beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à travailler sur la Loire en tant que jeune chercheur, il y a déjà longtemps, plus de 20 ans, tout le monde voulait mettre des enrochements partout. Les agriculteurs, les élus. Et dès que nous, on disait « mais non, si vous enlevez votre enrochement, vous allez voir, votre berge, elle ne va pas foutre le camp si vite que ça ». Et c'est pas mal. Il y a 2 ans, j'ai été à une rencontre où il y avait énormément d'élus. Et sur le terrain, j'ai demandé à un ami de me pincer parce que les élus s'expliquaient les uns aux autres pourquoi il ne fallait pas enrocher. Donc moi, je crois vraiment au travail de la pédagogie. Effectivement, nous, on a un langage, un vocabulaire qui est souvent abscon. Il ne faut pas hésiter à nous le dire.
et à nous renvoyer en nous disant là on ne comprend rien de ce que vous racontez, expliquez-nous-le simplement. Je crois qu'effectivement le contact direct, il n'y a rien de mieux que ça. Donc nous, dans nos travaux de recherche, on essaie au maximum d'aller à la rencontre des élus et des habitants pour expliquer ce qu'on fait. Et là, je crois qu'on change véritablement dans la relation entre la science, envers qui tout le monde est toujours très méfiant. En France, on ne nous écoute que très rarement. Donc moi, je me rends compte qu'il vaut mieux sauter l'étape intermédiaire et aller directement au contact des gens. Donc ça, c'est une chose importante, mais il faut que vous aussi, vous veniez nous tirer par la manche en nous disant « racontez-nous ce que vous faites et pourquoi vous le faites ». Et que nous, on puisse vous dire « voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et même savoir, la science maintenant est participative, savoir, moi ça fait des années que je travaille avec des agriculteurs, et en particulier sur la Loire où les fonctionnements hydrologiques étaient loin d'être simples et ne correspondaient absolument pas à ce à quoi on s'attendait, et correspondaient absolument pas à ce que je connaissais par ailleurs. Et c'est les gars du coin qui nous ont dit « mais non, mais ça se met en eau comme ça, et puis ça passe par là, et puis la nappe, elle est là. » Et puis, voyez. Donc ça, moi, je crois que la science, elle n'existe pas que du côté des scientifiques. Voilà. Et il faut vraiment la co-construire, cette connaissance. Vous n'allez pas manger, hein, d'accord, pas vous. Non, vous n'allez pas manger. Très bien. Voilà. Donc, j'aurais pu répondre sur un second point. D'accord. Merci. Peut-être en complément, juste un petit témoignage personnel. Vous vous dites 20 ans. Moi, il y a 30 ans, j'étais président d'un EPTB à Dour. J'étais appelé une nuit, entouré d'agriculteurs, dont un des collègues avait perdu pratiquement 1 hectare pendant la nuit. Réunion suivante, j'ai été séquestré. On demandait des enrochements, des enrochements, des enrochements. Mes successeurs, aujourd'hui, ont 170 hectares de champs d'expansion de crues. Ça a pris 30 ans. Ça a commencé par des pleurs, par une séquestration, et aujourd'hui un champ d'expansion de crues. C'est pour dire aussi qu'il faut s'inscrire un petit peu dans l'histoire des territoires, de ce que les acteurs vivent. Alors, il y a une troisième question. 2 interventions ici à la tribune, M. Lévesque et M. Chavas-Fuseli. Allez-y, M. Lévesque. Oui, moi je réagis sur la question qui a été posée sur les usages. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'orientations qui sont faites en matière de réaménagement, puisqu'on est sur des systèmes déjà aménagés, donc ce sont des réaménagements et pas vraiment de la restauration, sont liées à des changements d'usage ou à de nouveaux usages ou à la réutilisation d'aménagements anciens pour de nouveaux usages. Je prends par exemple les chemins de halage sont devenus des chemins de randonnée ou de cyclotourisme. Hein, donc ça, c'est un autre usage. Les étangs de Sologne ont été conservés parce que la production de poissons n'est plus intéressante, en tout cas celle de la carpe, mais par contre c'est intéressant pour la chasse au gibier d'eau. Donc on a de nouveaux usages de ces milieux qui ont été aménagés. Donc cette question, elle est à mon avis très importante parce que pour le citoyen, quand il y a usage, il y porte un intérêt. Quand il n'y a pas usage, il n'y porte plus d'intérêt. Et je crois que c'est derrière cette idée que l'on peut peut-être essayer d'avancer en essayant de positiver. Comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas que des conneries en matière d'aménagement ou de réaménagement. Il y a aussi des choses positives. Et si on prenait en exemple aussi les choses positives et pas seulement les choses négatives, peut-être qu'on pourrait avancer un peu plus en matière de réaménagement. Merci. Bernard Chavas-Fuseli. Oui, juste un commentaire sur cette question de la durée. Il y a quand même une réponse institutionnelle qui est d'instaurer ce qu'on appelle de l'inertie politique. Hein. C'est le modèle des agences, hein, vous le connaissez, et puis beaucoup de gens dans la salle le connaissent. C'est-à-dire qu'un comité de bassin, il ne faut pas idéaliser. Là aussi, comme disait Yannick Gunel, il y a des rapports de force, il y a des enjeux. Mais il n'empêche que se crée quand même une sorte d'affectio societatis autour du fait qu'on a envie d'améliorer la ressource, et qu'au-delà des mandats électifs, du fait que ça se renouvelle et autres, il y a quand même une continuité de l'action publique. Et quand on a voulu économiser l'énergie ou lutter contre les déchets, l'ADEME,
a fait la preuve qu'on savait créer de l'inertie politique. Et puis un petit clin d'œil à l'AFP quand même, qui j'espère va suivre la même trajectoire. Mais donc moi je ne serais pas... voilà. Non, mais heureusement que du point de vue démocratie, il y a un certain renouvellement, mais on a des institutions qui peuvent créer quand même une certaine continuité de l'action publique. Merci, M. Gunel. Et puis, troisième question. Oui, je crois que par rapport à beaucoup d'autres pays, la France n'est pas trop mal lotie par rapport à ces structures qui permettent d'assurer un peu de continuité et de cohérence à l'échelle des bassins versants. J'ai pensé à un autre outil aussi qui pour le coup, qui est plutôt d'ordre juridique et qui est mal connu en France puisqu'il n'a été introduit par ordonnance qu'en 2012-2013, très discrètement, c'est la notion de responsabilité fiduciaire. Qui est emprunté au droit anglo-américain. Qu'est-ce que c'est qu'un bien fiduciaire? Je pense à la terre notamment et à la terre riveraine des rivières. C'est un bien ou un droit d'accès ou une ressource dont la valeur est fondée sur la confiance qu'accorde au légataire celui qui lègue le bien. Et donc ce lien fiduciaire entre les deux contractants repose sur la bonne foi et qui peut faire l'objet de compromis et de renégociations périodiques. Les Anglois, alors fiduciaire, ça paraît un peu jargonneux, les Anglais et Américains appellent ça tout simplement des trusts. Et un trustee, le mot dit bien ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille un climat de confiance. Mais alors du coup, ça revient vers ce que disait Emmanuel Gauthier tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un travail, les coûts de transaction sont énormes, c'est-à-dire les coûts de réunion, de pédagogie, des procédures délibératives, de procédures participatives sont énormes, mais c'est souvent le meilleur moyen, au niveau du foncier, d'assouplir le droit de la propriété privée et de s'engager pour les générations futures à gérer de telle ou telle façon, et surtout de ne pas gérer de telle ou telle façon, dans la durée, tel ou tel espace de terre, enfin, terrestre et aquatique. Et ça, c'est déjà entré dans le droit français, c'est méconnu, mais ça peut être un levier ou un instrument intéressant à creuser sur le plan juridique. Très bien, merci.